Bonjour à tous, bienvenue dans Origine Podcast. Je m'appelle Pierre-Michael, je suis développeur dans la tech et aussi écrivain sur Medium. J'écris des articles sur justement la tech et l'IA. Je me suis rendu compte en grandissant qu'il y avait beaucoup de personnes qui me partageaient leur ambition, mais au final très peu se lançaient. Donc tout simplement le but de ce podcast c'est de redonner confiance et motivation à mes auditeurs. Dans chaque épisode il y aura un nouvel invité qui sera expert dans un domaine ou qui aura un projet à nous partager. Le but c'est que mes auditeurs se retrouvent dans chacun de ces invités, puisque chacun aura un parcours différent, et puis tout le monde a un parcours différent dans la vie, et leur faire réaliser qu'en fait, il n'y a pas de règles, et que si on a envie de se lancer dans quelque chose, il n'y a personne d'autre autre que toi-même pour te dire si tu dois y aller ou pas. Et donc, le but de ce podcast, il est là. C'est vraiment centré sur la confiance, la motivation. Et donc voilà. Je vous laisse maintenant pour cet épisode-là. Bonne écoute. Bonjour Guillaume. Bonjour. Je te laisse te présenter en quelques mots. Déjà, je voulais juste dire que je suis très content d'être là. Et moi, je suis un étudiant en dernière année d'une école d'info. Et en même temps, en parallèle, je crée ma boîte, voilà, qui s'appelle Chiron. Et elle est aussi dans l'info, évidemment, et dans l'IA et la blockchain. Voilà. Ok, intéressant. Justement, on va peut-être revenir sur ton parcours. Pourquoi tu as choisi l'informatique rapidement et pourquoi tu as décidé de lancer ta boîte voilà. Alors moi, pour être très honnête, l'informatique, ça m'avait pas forcément chauffé. Mais il faut savoir qu'il y avait quelque chose que j'aimais bien dans l'informatique, c'est que euh, c'était plus sous forme de projet en fait. Et donc du coup, on te donne quelque chose à faire et toi, tu es obligé de le construire. Donc il y a cet aspect créatif, il y a cet aspect construction qui m'a toujours fait kiffer. Et c'était la seule chose où quand je le commençais, je le terminais en fait. Même s'il n'y avait pas forcément de passion, il y avait ce sentiment de j'ai commencé quelque chose, il y a des bugs, je vais quand même continuer jusqu'à pouvoir terminer et avoir ce qui me convient en fait. Ok, donc c'est vraiment la méthodologie d'enseignement, pourquoi tu as choisi cette école. Et donc depuis quand tu as fondé ta boîte Alors ça fait déjà 1 an et demi que je l'ai fondé. En fait, je l'ai fondé quand j'étais en quatrième année, quand j'étais en Suède. Et je faisais une formation en blockchain pour devenir consultant. Et de fil en aiguille, en fait, il y avait un projet certificateur. C'est ce qui me permettait d'avoir la certification de cette formation. Et en fait, ça a parlé de ce projet. Il y a des gens qui sont venus et de fil en aiguille, j'ai eu un associé, deux associés et on a créé la boîte. Ok. Donc c'est assez particulier. Et ta boîte, du coup, elle est factuellement créée dans quel pays? Elle est en Belgique, Elle est parce en que Belgique. le réseau qu'on a, le plus grand du réseau est en Belgique. Donc on a créé notre entreprise en Belgique et nos clients, nos utilisateurs, ils sont en Belgique. Ok, Enfin, ils donc, vont l'être. ok. Et donc du coup, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu fais dans ta boîte c'est quoi le but de ce projet, quoi? Alors très rapidement, nous, avant de parler d'application de produits ou de services, c'est à la base une technologie qu'on a créée qui s'appelle l'arbre Chiron. Et du coup, en fait, ça permet de pouvoir stocker efficacement en fait, des données où du coup l'utilisateur pourra manipuler ces données d'une manière totalement transparente. Et en fait, c'est très RGPD friendly. Donc du coup, le stockage des données est sur la blockchain. Et ensuite, après, nous, on peut faire des matchings de données via l'IA. Et on a utilisé cette technologie qu'on a créée pour faire en fait une application d'emploi dans laquelle il va y avoir des gens qui sont à la recherche d'emploi qui vont avoir un arbre Chiron dans lequel il y a leurs compétences, leur expérience professionnelle, leurs soft skills, leurs connaissances. Ok. Et ensuite après il va y avoir les employeurs qui auront juste un moteur de recherche où ils créeront leur poste et donc du coup nous on leur dira voilà vous avez toutes ces personnes-là qui correspondent à 90%, 100% à l'emploi que vous pourvoyez. Et donc c'est grâce à cette technologie qu'on peut le faire. Ok. C'est très rapide, mais voilà. Et donc principalement, c'est quoi votre support sur lequel vous développez? Vous avez un dashboard, vous avez une sorte de réseau social. Comment ça s'illustre en termes par exemple, je cherchais un emploi. Comment je fais pour accéder à cette plateforme? Alors, au tout début, en fait, vous n'auriez pas la possibilité d'accéder à cette plateforme parce que du coup, en fait, c'est plus du tailor-made. C'est-à-dire qu'on va prendre des certificateurs qui vont nous passer toutes les données des personnes qui recherchent des emplois.
Et ensuite, après, donc c'est des partenaires qu'on fait avec des écoles, par exemple, des sites formateurs. Et ensuite, après, nous, on va aller directement voir les entreprises qui recherchent ces profils-là et on va leur dire, regardez, on a tous ces arbres Chiron, toutes ces personnes qui recherchent des emplois. Et du coup, on vous donne on vous donne l'accès à ce moteur de recherche pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est au début, c'est lors de la phase pilote. Parce que du coup, en fait, si on s'exposait au monde entier, ça marcherait pas en fait, ou ça marcherait pas bien du tout. Donc d'abord, on se spécialise, et une fois qu'on a fait ça, et qu'on aura beaucoup de certificateurs, donc beaucoup d'intégration, une personne lambda va juste venir, aller sur notre site, s'inscrire, et ensuite elle pourra intégrer ses écoles, ses formations, des choses comme ça. Et donc nous, automatiquement, on crée son arbre Chiron. Donc on appelle ça une identité numérique. Voilà. Une identité professionnelle. Donc en fait, tu as ton identité professionnelle qui est générée, et ensuite après, nous, on le met à l'intérieur de notre base de données, et dans le moteur de recherche des entreprises, ils pourront venir et avoir accès à ton profil. Et du coup, tu as dit que c'était RGPD friendly, est-ce que tu peux en dire plus? Oui, bien sûr. En fait, nous, on stocke les données sur la blockchain, et donc du coup, lorsque une personne veut par exemple s'exposer, nous, on va juste venir et récupérer, alors je ne vais pas aller en profondeur, mais juste on va récupérer l'accès de ces informations qui sont dans la blockchain, et du coup, on pourra venir et l'exposer au niveau de notre moteur de recherche. Mais si une personne ne veut plus, en fait, nous, il nous retient l'accès, et à ce moment-là, on n'a plus de possibilité de pouvoir voir ces informations, ou même les entreprises de les voir. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est plus notre entreprise qui a la main sur les données, mais c'est l'utilisateur lui-même. Donc c'est vraiment une manière très innovante de voir les choses, de voir les données, et dans le monde actuel où on est, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui va l'être encore plus dans le futur. J'ai une question un peu spécifique. Comment, dans le sens où tu sais qu'il y a aussi d'autres plateformes où on peut du coup postuler, etc. Comment vous vous placez? C'est quoi vraiment comment vous comptez acquérir des utilisateurs? Est-ce que tu as 2-3 mots à dire là-dessus? Bien sûr. Alors c'est une très bonne question qui revient souvent. Et en fait, nous, on se dissocie, et on est à la fois à côté, mais à la fois on se dissocie. C'est-à-dire qu'en gros, actuellement, les plateformes d'emploi, elles vont se baser sur les écrits ou quelque chose que c'est l'utilisateur qui a créé. Nous, on se dissocie totalement de ça, et on dit voilà, les seules informations que tu pourras mettre qui sont vérifiables et traçables, c'est celles de tes certificateurs. Et donc c'est là où on se dissocie, c'est-à-dire que par exemple, si on va sur LinkedIn ou si on va sur une autre application, en fait, vous écrivez ce que vous voulez, et on accorde de l'importance à ça. Si par exemple il y a des gens qui par exemple sur LinkedIn, qui likent vos compétences ou des choses comme ça, et c'est ça qui permet de crédibiliser en fait les informations qu'il pourvoit ensuite aux entreprises. Nous, on rend ça crédible grâce en fait aux certificateurs. Donc quoi de mieux qu'un certificateur qui t'a certifié tes compétences, connaissances ou soft skills qu'eux-mêmes en fait. Et donc du coup, on vient à la genèse, et ensuite après, c'est automatique, mais aussi ça permet de bloquer en fait les personnes qui n'ont pas les compétences ou les connaissances. Il y a beaucoup de CV. On parle d'écoles qui mettent en avant et qui disent voilà, moi j'étais dans cette école, et en fait il l'a pas faite. Il y a aussi des compétences et des connaissances. On nous dit survendez-vous. Mais ensuite après, quand il y a les entreprises qui viennent et qui essayent de voir s'ils ont les compétences, ils remarquent qu'ils les ont pas en fait. Donc il y a des formations à faire, juste comme ça. Nous on essaie de régler ce problème-là. C'est pour ça qu'on diverge des autres. Et du coup, en termes justement de certification, comment vous vérifiez ça? Est-ce que ça, pour le coup, pour vérifier que, par exemple, un diplôme, un truc vraiment, c'est un papier, du coup, comment vous gérez ça? Est-ce que vous le gérez en interne, ou alors du coup, vous déléguez une sorte de service qui, lui, va vérifier l'authenticité de ce diplôme? Comment ça se passe? Alors en fait, nous on fait de la fragmentation de diplômes, donc on va aller dans la micro-compétence, donc on va faire des partenariats avec des écoles, et ensuite après on leur donne du coup une fiche qu'ils doivent remplir et qui permettent nous de récupérer toutes les compétences, connaissances que leur diplôme pourvoit. Par exemple, il y a certaines écoles, c'est souvent le cas, il y a des modules dans lesquels du coup tu peux acquérir différentes compétences, connaissances et tout. Nous on récupère ces informations, et ensuite après on l'automatise pour que lorsque la personne dit j'ai eu ce diplôme, nous on fait ok d'accord, donc il a eu toutes ces choses-là. Et donc nous ensuite après on peut venir et intégrer toutes ces informations en fait dans son identité professionnelle, dans son arbre Chiron. Et il y a d'autres moyens aussi du coup. Il y a aussi le moyen par exemple, parce que évidemment il y a des personnes qui ne vont pas forcément avoir acquis les compétences ou connaissances dans des formations, mais par exemple dans des projets.
lorsque tu es dans une entreprise, tu as fait des projets, même des projets perso, et donc du coup tu as acquis des compétences. Donc, mais c'est vraiment bien dissocié à l'intérieur de notre application. C'est-à-dire que quand tu vas voir la recherche d'une personne, tu vas voir comment ça a été débloqué. Est-ce que par exemple ça a été débloqué par une formation? Est-ce que ça a été débloqué par un projet? Et la dernière entre guillemets, certification qu'il peut avoir, c'est aussi la certification d'entreprise, donc dans laquelle il y a une entreprise qui va venir et qui va faire voilà, je certifie que cette personne a eu les compétences parce qu'il a fait ça, ou il a fait une formation interne, tout cela. Et ça permet aussi d'améliorer entre guillemets la mouvance en fait, des gens. Ils peuvent partir entre guillemets des entreprises et pourtant récupérer toutes les informations qu'ils ont acquises. Alors que dans certaines entreprises, tu as beau avoir fait énormément de choses, quand tu pars, tout ça part avec toi en fait. Okay. Et donc tu peux pas venir et le montrer aux autres parce que tu n'as pas de diplôme pour ça. Okay. Nous on essaie de régler ce problème. Ok, donc pour résumer, les gens qui cherchent un emploi, ils ont comme support, ils ont juste votre plateforme pour upload leurs compétences. Ils ont accès à rien d'autre. Et après, de l'autre côté, vous êtes en contact avec des entreprises qui recherchent des profils et vous leur mettez à disposition un moteur de recherche. Ouais, on a 3 acteurs. Les certificateurs, comme je t'en ai parlé, dans laquelle du coup nous on va récupérer les données des gens ou du moins l'accès à ces données-là. Okay. On a les utilisateurs qui vont juste aller sur notre site, intégrer dire voilà, moi j'étais dans cette école, j'ai fait ces formations-là, et on récupère leurs données automatiquement et on leur crée leur identité professionnelle. Et on a les entreprises du coup dans lesquelles ils peuvent aussi en un clic avoir l'accès au moteur de recherche et chercher des profils. Donc ça c'est les 3 acteurs. Ok. Les données, l'utilisateur et le client, entre guillemets. Donc typiquement, comment dire, les chercheurs d'emploi, ils n'ont même pas accès aux entreprises avec lesquelles vous êtes en communication ou comment ça se passe? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les entreprises, elles recherchent les chercheurs d'emploi, en fait, c'est bidirectionnel. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir aussi voir les entreprises qui pourvoient des emplois. Et les entreprises pourront voir les profils qui pourvoient des emplois. En fait, il y a le matching des deux côtés. D'accord. Tu vois ce qui est le mieux pour toi en rapport avec ton identité professionnelle. Et elles voient les profils qui matchent le mieux avec les profils que tu pourvois. Ok. Et est-ce que vous avez pensé aussi à... Parce que comme tu l'as dit, je pense qu'un truc comme ça doit être directionnel. Je pense que quand tu t'engages dans une entreprise ou que quand une entreprise t'engage, il faut que tu saches avec qui tu t'engages. Et donc du coup, est-ce que vous avez intégré ou vous pensez intégrer une sorte d'outil qui permettrait de comprendre les critères aussi des chercheurs d'emploi? Il y en a, j'en sais rien, ils vont vouloir des after-work, j'en sais rien, toutes les semaines. Avoir des tickets resto, enfin plein de choses spécifiques qu'on ne peut pas forcément savoir. Est-ce que vous avez pensé à intégrer ça ou pas du tout encore? Alors, pour le moment? C'est une très bonne question et en fait nous à la base on y a déjà pensé mais ce sera plus dans les V2, V3. Actuellement on fait ce que tu es en train de dire mais pour les certificateurs, pour les incentiver en fait, vu que nous on n'a pas accès forcément aux données des gens mais par contre on a accès aux interactions qu'ils font avec nos arbres Chiron à nous, donc notre technologie. Donc on peut savoir par exemple quelles sont les compétences qui sont les plus recherchées, quelles sont les compétences qui matchent le plus avec les profils, qui sont employés le plus. Et donc du coup, ça on le fait avec les certificateurs, mais ça va aussi être fait au niveau des entreprises, mais bien plus tard en fait, parce que nous, vu qu'on est une start-up, on ne veut pas venir et prendre des années à développer quelque chose et ensuite le sortir, mais plus développer quelque chose qui marche bien et ensuite l'améliorer petit à petit, et c'est comme ça. Mais du coup, nous, pour rebondir à ce que tu dis, on met vraiment l'accent sur la clarté, que ce soit au niveau des pourvoyeurs d'emploi, où on va venir et on va mettre toutes les informations d'un poste, c'est pas quelque chose d'opaque en fait, et que ce soit au niveau des profils aussi, où chaque information est tracée, ou du moins a une crédibilité, parce qu'en fait, on sait d'où elle vient en fait. Et du coup, vraiment, ça nous importe que les deux acteurs principaux aient en fait cette clarté et cette possibilité de vraiment voir toutes les informations que tu as besoin dans le secteur de l'emploi. Ok, et en termes d'avancement du projet, tu m'as dit que vous faisiez déjà le job côté des certifications par rapport à ce que le chercheur d'emploi a ou pas. Mais est-ce que à l'heure actuelle, vous avez déjà
des personnes qui sont dessus, qui uploadent leur CV ou pas du tout Alors, actuellement, on a fini la phase de recherche, que ce soit au niveau des certificateurs, soit au niveau des clients, des utilisateurs et tout. Ça, c'est déjà fait. Mais au niveau de la conception, du coup, on est actuellement en train de venir et concevoir tout ce qui va être technique, donc tout ce qui va être l'API, tout ce qui va être l'application, toutes ces choses-là. Ok. Donc c'est déjà en train d'être fait. Et du coup, dans 6 mois, les gens auront la possibilité de pouvoir, les premières personnes, mais encore une fois, comme je t'ai dit, ce sera un accès restreint parce que ce sera en phase pilote. Et donc, du coup, on choisira les gens qui Ok. pourront créer leur CV 2.0 Web 3, tu vois. Ok. Donc, leur Aroshiram. Et du coup, vous cherchez des personnes. En fait, est-ce que pour le moment, votre scoop s'arrête, donc votre portée s'arrête juste à la Belgique, ou alors tous les pays francophones, pardon, comment vous envisagez ça? Comment vous le déployez Non, à vrai dire, nous on est assez ouverts. C'est juste que actuellement c'est plus simple en Belgique parce qu'on est implanté en Belgique. Mais évidemment, notre technologie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut s'intégrer facilement à n'importe quel type de structure. Et que ce soit au niveau des certificateurs ou au niveau des clients, nous ça ne nous dérange pas du tout de venir et de discuter pour voir les différentes interactions qu'on peut faire. Est-ce que tu peux me rappeler le nom du coup de ta structure Alors du coup, moi, ma boîte s'appelle Chiron. Ok. Voilà. Ok. Et notre technologie, c'est les arbres Chiron. Ok, très bien. Bon bah du coup c'est très clair. Je vais complètement changer de sujet, plus te parler d'entrepreneuriat et sur toi. Donc, si je me trompe pas, c'est bien ta première expérience entrepreneuriale ou tu en avais déjà avant? Oui, alors j'ai fait un stage dans une petite boîte dans laquelle on créait des applications, mais j'étais du coup stagiaire, et alors que là vraiment je suis passé vraiment à l'opposé, on va dire. Et oui, effectivement, du coup c'est la première fois où je suis entrepreneur, et là ça va bien faire du coup 1 an et demi que je potasse là-dessus. Ok. Ok, pourquoi comment dire ouais. En vrai, il y a très peu de personnes qui se lancent déjà dès leur formation là-dedans, dans l'entrepreneuriat. Toi, qu'est-ce qui t'a bougé pour te mettre dedans? C'est pas forcément le chemin qu'on emprunte quand on fait des écoles après 5 ans d'études. On cherche la stabilité, etc. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose assez hors du commun, j'ai envie de dire, puisque c'est toi ton propre patron, et voilà. Donc toi, qu'est-ce qui t'a poussé là-dedans exactement? Alors j'aime bien la question parce que en fait j'avais pas du tout l'âme d'entrepreneur au début. Et en fait ce qui m'a poussé, je vais même faire un petit conseil, c'est que je trouve il faut devenir entrepreneur quand on a une vision et une idée très précise de ce qu'on veut faire et ce qu'on veut atteindre. Et à ce moment-là, je pense que ça devient intéressant de l'être. Et il faut aussi venir et avoir cette âme entrepreneur dans le sens ne pas avoir besoin de quelqu'un au-dessus qui te dicte tout ce que tu dois faire, et avoir une certaine autonomie et une volonté assez forte, parce que évidemment le début est toujours assez compliqué, surtout quand on n'a pas un énorme réseau, parce que l'entrepreneuriat, il faut vraiment se soucier du réseau, et c'est très important de venir et de le développer ou d'en avoir déjà. Donc ça, c'est une chose. Mais si par exemple vous voulez juste devenir entrepreneur pour devenir entrepreneur, je pense que c'est plus judicieux d'abord d'aller dans les entreprises qui vont vous passer de l'expérience et du coup de vous développer de nouvelles idées. Et à ce moment-là, vous allez venir et partir sur de l'entrepreneuriat quand vous l'avez. Yes. Mais du coup, je relance ma question, qu'est-ce qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat? Ah oui, et moi du coup, effectivement, ce qui m'a poussé dans l'entrepreneuriat, du coup, c'est après ma formation, j'ai vu qu'en fait mon projet marchait. C'est-à-dire qu'en gros, il parlait de lui, il y a une école qui m'a contacté, et je me suis dit, là, je tiens quelque chose. Et à ce moment-là, du coup, j'ai poussé au maximum, et j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient intéressés de travailler avec moi, et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à créer ma boîte grâce à ça. Ok, donc ça t'est un peu tombé dessus dans le sens où tu faisais un projet dans ta formation, il y avait des gens intéressés, et en fait, tu t'es lancé, quoi. Ouais, Tu t'es pas dit, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, pour le moment, j'ai pas d'idée. Là, vraiment, c'est entre guillemets, tu as créé le projet et après, il y a quand même des gens qui t'ont suivi.
Exactement. Ok. Et après, j'ai eu quelques, on va dire, quelques petites motivations, comme je t'ai dit, quand j'étais en stage, dans laquelle j'interagissais directement avec des entrepreneurs. Et du coup, je trouvais ça très attrayant, mais ça Hmm. remplissait pas encore tous les critères Ça que j'avais. t'inspirait quoi? Ça m'inspirait. J'ai eu Hmm. l'inspiration, en fait, grâce à ça. Mais ensuite, après, de passer à l'acte, il fallait que ça remplisse tous les critères dont je t'ai parlé. Et après ça, je me suis lancé, je me suis jeté dans le vide. Ok. Mais en fait, entre le moment où tu as fait, donc, t'as développé ton projet dans ta formation et jusqu'à maintenant, est-ce que ça t'est arrivé de pivoter, de changer d'avis? Est-ce que ce genre de choses t'est arrivé ou pas? Waouh, beaucoup de fois, Ouais. beaucoup de fois. Il faut savoir en fait que, enfin, moi personnellement, après je connais pas l'expérience des autres, mais je vois ça comme un diamant ou un funnel dans laquelle du coup t'as une pierre brute et ensuite après tu l'affines, tu l'affines, tu C'est l'affines. ça. Parce que, tu gagnes de l'expérience en même temps, parce que tu remarques qu'il y a des choses qui sont peut-être techniquement bonnes, mais au niveau du marché qui sont assez mauvaises, ou l'inverse. Et tu vas te faire énormément challenger au début. Et donc, du coup, grâce à ça, tu vas récupérer des informations, et ces informations vont te permettre d'affiner ton projet et du coup d'en faire vraiment quelque chose d'assez beau. Et du coup, oui, il faut vraiment penser que faut pas avoir peur en fait. Faut pas avoir peur de venir et de faire pivoter ton projet, de se faire challenger plein de fois. C'est quelque chose qui est vraiment important parce que sinon, tu arrives avec un projet que tu as créé et quand tu essaies d'avoir des utilisateurs, tu remarques que ça marche pas Ouais. ou que les gens disent ah, mais en fait, il fallait changer ça et Mhm. toi, tu as déjà tout créé. Donc, c'est très important. Ouais. Donc, faut être agile et voilà, et pas hésiter à bouger si c'est Beaucoup nécessaire. discuter, beaucoup challenger son projet, discuter Yes. avec des gens qui sont dans le domaine et venir et aller voir en fait d'un côté le technique de parler à des gens si techniquement c'est faisable et de l'autre côté venir et aller voir ta cible en fait Ouais. et remarquer et voir s'il y a un marché et si les gens sont intéressés. Ok, donc tu as itéré vraiment avec des gens qui étaient concernés et en même temps le côté technique pour voir si c'était réalisable, quoi. Tout à fait. Et je dirais même que dans ma situation, il faudrait être entouré parce que du coup il y a des choses que tu n'as pas encore apprises. Tu es peut-être expert dans un domaine, mais il y a des choses C'est tu ça. n'as même pas connaissance en fait qu'il faudrait Mm. avoir. Donc avoir un incubateur ou des associés, c'est des choses pour moi qui sont plutôt importantes. Après, tu peux totalement le faire sans, Mm. si tu as l'expérience, encore Mm. une fois. Mais dans ma situation, ça a été quelque chose un game changer en fait. Ok, rapidement, je pense que tu as appris pas mal de choses entre le moment où tu as créé ta boîte et jusqu'à maintenant. Est-ce que vraiment tu as des choses c'est vraiment qui t'ont changé ta vie, ta perception des choses là comme ça ou pas? La perception du travail, je pense que lorsque tu aimes ce que tu fais, tu comptes pas les heures. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Quelque chose qui m'a aussi changé, c'est moi je voyais la beauté de quelque chose via la technologie, alors que du coup, plus tu avances dans le business, plus tu remarques que c'est pas du tout ça en fait. Tu remarques que en fait, t'as pas particulièrement besoin d'avoir quelque chose de drastiquement incroyable ou innovant, et c'est d'ailleurs ce que la plupart des gens ne recherchent pas parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué, des choses comme ça. Et donc du coup, il y a vraiment une mentalité à avoir pour venir et avancer dans son projet. Et ça, c'est quelque chose qui m'a assez troublé parce que j'avais mon associé, je lui disais, mais enfin, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas été plus enjoués sur ces parties-là. Et tu remarques en fait qu'il y a d'autres parties bien plus importantes que ça, et surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, quand tu crées ta start-up, il faut avoir des objectifs très particuliers Mm. pour avancer en fait. Est-ce que tu dirais que, parce que du coup tu as vu les deux choses, tu m'as dit que tu étais stagiaire et peut-être même avant tu as fait d'autres choses, est-ce que tu as quand même vu un décalage entre être entrepreneur, donc être le propre boss de ta boîte, et être salarié? Tu as bien vu ça, je pense que... vas-y, je te laisse parler. Ouais, en fait, parce que et là vraiment c'est frappant. C'est-à-dire que quand tu es salarié, ton cerveau il te dit t'as pas le choix. Tu vas à ton travail, tu exécutes ce qu'on te dit, ou si tu as quelque chose de créatif, voilà, tu es obligé de créer. Mais bref, grosso modo, tu as une mission, on va dire, à faire. Alors que quand tu es entrepreneur, j'appellerais ça un combat. C'est un combat de tous les jours parce que du coup, tu dois te motiver tout seul, tu dois travailler tout seul, tu dois venir et en fait, t'es seul contre le monde, entre guillemets, Ça. même si t'es entouré. Faut pas croire que quand t'es entouré, en fait, les gens vont te dire quoi faire. Mm. Lorsque t'es entouré, tu as des possibilités d'acquérir des connaissances, mais c'est toi qui dois les débloquer. Il faut le voir un petit peu comme des portes. Donc t'as plein de portes à ta disposition, mais c'est à toi d'ouvrir les portes et de dire voilà ce que j'ai envie. Donc en fait, au final, t'es plutôt seul quand t'es entrepreneur.
Dans le sens où si tu travailles, tu vas monter. Si tu travailles pas, tu monteras pas en fait. C'est ça. C'est binaire, c'est-à-dire que vraiment, c'est toi et ta motivation, toi et ta volonté. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce n'est pas basé sur quelqu'un d'autre, mais c'est basé uniquement sur toi-même. C'est beau et à la fois dangereux en fait. Ok. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui choisissent d'être entrepreneurs et d'autres salariés. C'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes envies, Attentes, les mêmes ouais. attentes. C'est ça. J'aimerais rebondir sur autre chose. Du coup, toi, dans ta structure, comment tu essayes d'accélérer le projet? Est-ce que tu cherches des levées de fonds? Comment ça se passe? Ouais, alors du coup, moi, on essaie d'avoir un prêt au début. En fait, on a 3 levées de fonds qu'on voudrait faire. Donc, du coup, une par prêt bancaire, une via la blockchain et une autre, du coup, pour vendre des parts de l'entreprise et du coup faire une levée de fonds comme ça. Donc, voilà, on en a 3 qui ont des buts différents et du coup, qui sont très importants de les faire à des timelines différentes. Ok, d'accord. Et donc, du coup, ta perspective, c'est de recruter dans les prochains mois, dans les prochaines années. Comment vous vous placez par rapport à ça? Alors du coup, il y a une partie technique qui va être faite par une entreprise ou une autre personne, mais qui ne va pas être faite maintenant. Donc dans les 3 4 prochains mois, à ce moment-là, il va être fait. Et ensuite, après, au niveau du marketing et on va dire l'expansion de notre boîte, ça va plus être fait à la fin de notre phase pilote. Ok, Donc il va se faire du coup dans 1 an, ok. même un petit peu avant, mais on verra à ce moment-là en fonction de comment ça marche. Ok, mais du coup, ça va être quoi votre mentalité? Enfin, pas votre mentalité, mais la manière dont vous travaillez, parce que là, j'imagine que vous êtes tous en remote. Oui, alors on est semi en remote, c'est-à-dire qu'en gros, pour tout ce qui va être organisation et travail, c'est en remote, mais dès qu'on a des phases de rush, dans laquelle en fait on voit qu'on a beaucoup de choses à rendre rapidement et qui est très important, là on va venir et se voir, on va se regrouper et on va travailler du coup dessus. Ok, Mais sinon, c'est plus sous forme de sprint, dans laquelle du coup on fait des follow-up des kick-off, enfin, toutes ces choses-là. ok, On explique du coup qu'est-ce qu'on doit faire, on met nos objectifs, on a des to-do journalières. C'est très bien organisé et on utilise Notion pour ça, ça ok. marche très bien. Ok, bah justement, vos process, comment ça se passe? Vous me dites que tu fais des follow-up, des kick-off, enfin, vous mettez quoi en place exactement comme méthodologie? Est-ce que c'est vraiment un truc inspiré d'une méthodologie existante ou alors vous le faites un peu par expérience, vous dites ok, on a besoin de ça pour pouvoir mieux s'organiser Ouais. et structurer l'avancement, comment ça se passe? Alors c'est pas mal agile et comme tu as dit c'est vraiment par expérience parce que du coup moi j'ai fait énormément de projets, que ce soit des projets dans mon école ou que ce soit des projets dans des milieux beaucoup plus professionnels et j'ai remarqué que l'une des meilleures façons pour moi du moins avec mon équipe d'avancer c'est vraiment de venir de dire ben voilà on a ce sprint là, on va se mettre des objectifs pour ce sprint, ça va être décomposé en to-do. Et du coup, une fois par semaine, on va venir, on va se regrouper, on va faire voilà, il y a un follow-up dans lequel on explique l'avancement de chacun et on modifie les to-do en fonction de ça. Ou même si on doit rajouter des objectifs, si on ne doit pas les rajouter, une boîte à idées. Moi, je pense personnellement que ça ne sert à rien de créer une structure parfaite au début. Et ça, vraiment, je l'ai appris récemment parce que du coup, je suis une personne qui a tendance à vouloir vraiment trop bien faire tout de suite. Donc, du coup, je vais mettre énormément de temps à faire quelque chose de parfait, alors que la vérité, c'est qu'il faut plus créer quelque chose de bien. Je ne parle pas de petit, juste bien. Et ensuite, après, venir et avoir une petite boîte à idées toute bête. C'est tout bête, mais au final, c'est très efficace. Dans lequel tu vois ce qui marche pas. Et du coup, tu fais des retours. Donc, d'abord, il y a les retours sur qu'est-ce qui marche pas et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et ensuite, après, on parle du coup de l'entreprise et notre produit pour Ok. le projet. Ça c'est cool, du coup tu itères sur toi-même pour voir en C'est fait ça. ce qui a marché, ce qui a pas marché, Ouais. et tu le fais à peu près tous les mois, toutes les semaines, t'as pas vraiment de, comment dire, tu te dis pas tiens à chaque jour du mois à telle date, je fais ça, en fait c'est juste en fonction du feeling et aussi de ta disponibilité, non? C'est ça, ouais. Enfin, on essaie vraiment de venir et le faire le plus souvent possible, dans le sens où dès qu'on fait un follow-up, on se dit, voilà, il y a ça qu'il faudrait qu'on change, des choses comme ça. Mais je dirais que tous les mois, et c'est très très important, il faut venir et être très honnête, c'est-à-dire venir et dire, C'est ça. voilà,
je pense il y a ça à améliorer, même personnellement, je pense qu'il y a ça à améliorer. En fait, juste mettre son ego de côté et essayer de performer, même surperformer grâce en fait à la communication, c'est le plus important, surtout dans une startup, où venir et dire voilà, je pense qu'il y a ces choses-là à améliorer, même au niveau des interactions entre les gens. Parce que du coup, moi personnellement, par exemple, je suis vraiment full technique et il y en a qui sont plus aspect marketing. Et si on ne communiquait pas entre nous, on arriverait Clairement. avec quelque chose d'hyper bien technologiquement qui ne se vendrait pas, ou des choses qu'il a vendues alors que technologiquement c'est quasiment impossible. Yes. Donc voilà, c'est la communication. Ça me plaît beaucoup quand tu dis il faut être honnête, etc. Moi, l'honnêteté, c'est quelque chose que je trouve. L'honnêteté et la sincérité, c'est vraiment important, que ce soit dans tout, professionnellement ou personnellement. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour avancer et être aligné et voir après ce qui convient, ce qui ne convient pas. Donc en gros, vous avez des réunions entre vous et vous trash talkez, écoute là, c'est n'importe quoi ce qu'on fait. Et voilà. C'est ça. Non, c'est top. Et alors, en fait, c'est peut-être, c'est un petit peu comme un pansement, c'est-à-dire que quand tu vas l'enlever, il va faire mal, mais au final, après, c'est passé quoi. Voilà, c'est passé. Et ça marche beaucoup mieux. Et en fait, avec cette franchise, on fait ah ok, d'accord, pas de problème. Et voilà, évidemment, on a des limites, mais quand les deux s'ouvrent et les deux en fait ne mettent pas leur ego vraiment au centre de la discussion, du coup, on travaille beaucoup plus vite en fait. C'est ça. Simplement. Non, c'est vrai que c'est important de parler d'ego, etc. Parce que moi qui, du coup, est plutôt aussi à une expertise tech, on les connaît bien, là, les développeurs qui, a beau se dire ouais, je sais coder, machin, mais quand on arrive à trouver la petite faille qui fait que c'est pas parfait, et il y en a qui assument pas. Et voilà, c'est ça. Et vraiment, c'est pas le bon comportement à avoir, en tout cas de ma perception des choses. En tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de mes questions. Donc, comme tout, comme à la fin, je vais poser 2 dernières questions et puis on finira. La première question, du coup, c'est par rapport à toi, ton hygiène de vie et même, comment tu gères un peu ta mentale, parce que je pense que c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien. Tu peux pas avoir une mentale qui reste en continu. Comment tu fais pour te sentir bien tous les jours? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu fais de la méditation, du sport, de la musique? Qu'est-ce que tu fais? Alors du coup c'est une question assez vaste mais pour moi, parce que du coup il y en a qui sont très concentrés du coup sur des choses. Moi j'ai tendance à vraiment vouloir, par exemple parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as dit que j'aimerais faire, mais du coup je pense encore une fois, et là je vais rebondir sur ce que j'ai dit avant, il ne faut pas essayer de trop vouloir être parfait, à essayer de vouloir faire tout. Et moi du coup là pour l'instant j'essaie vraiment de me concentrer sur du sport. N'importe quel type de sport, franchement, tu peux venir et faire du tennis, de la raquette, ce que tu veux, tant que ça te permet de venir et te décharger. C'est-à-dire, tu prends un bol d'air et en plus c'est sain et en même temps ça te permet de vraiment se dissocier du travail. C'est très important de venir et faire ces phases-là parce que du coup ça te permet de te rebooster lorsque tu vas retravailler. Parce que si tu fais continuellement que travailler, tu vas pas en fait recharger tes batteries et te redonner la motivation. Exactement. Donc voilà, donc moi tout bête, vraiment juste à la base faire ça. Après moi je conseillerais d'avoir 3 choses, c'est un agenda, une to-do list et ensuite après un carnet de notes. C'est une sorte de méditation comme ça aussi. Dans lequel en fait voilà, tu viens, tu notes en fait des choses, tu peux noter le soir, le matin ou les deux, et dans laquelle tu fais une sorte de rétrospection. Voilà, qu'est-ce que j'ai bien aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Il y a plein de différentes façons de faire du journaling. Commencer petit, et ensuite après évoluer. De toute façon, vous allez évoluer petit à petit parce que, encore une fois, je le répète et je le dis, le plus important, c'est vous commencez petit, vous faites une petite chose bien, vous faites vos recherches, et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir, vous allez améliorer tout seul en fait votre truc. Arrêtez d'acheter des formations à outrance sur qu'est-ce qui est le mieux, acheter la structure la meilleure et tout. Faites ce qui vous convient à vous et améliorez-vous après. Ok. Et dernière question, du coup, c'est plus par rapport au public que je vise, les gens qui doutent, qui n'osent pas se lancer. Est-ce que tu aurais des conseils à donner par rapport à ça? Le plus important, c'est d'avoir un mentor, je pense. Un, qui vous donne la motivation, et 2, ensuite, après, essayez d'être entouré, essayez de vous entourer de gens qui sont dans le même délire que vous, et essayez de créer des choses ensemble. Après, moi, je vais vraiment me mettre de l'autre côté parce que j'ai beaucoup vu ça. Oui, c'est bien beau de dire ça, mais comment on fait réellement? Là, du coup, c'est envoyer des messages,
Ça paraît bête, hein, mais il y en a qui vont vous répondre. Envoyez des messages, essayez d'avoir des gens avec qui vous pouvez discuter. Même, je sais qu'en France, il y a énormément de structures qui permettent de faire ça. Tentez des choses et regardez autour de vous qui est intéressé, des communautés en fait, qui sont intéressées par la même chose que vous. Voilà, tout bêtement.